C'est important. Je veux dire, si quelqu'un va arriver sur le stage, il a la meilleure symétrie au monde. Ses muscles sont parfaits, sont bien remplis, il a tout pour réussir. Par contre, les poses sont mal faites. Ouais. Les muscles sortent mal, il a l'air plus petit que ce qu'il est en réalité, ou il ne contracte pas au bon endroit au bon moment. Ça peut vraiment tout jouer sur la pose. Alors, bienvenue dans l'interview For Gains for Glory, qu'on fait des interviews avec des gars qui font du fitness en général. Alors là, j'étais intéressé par ton cas parce que Rachid m'a dit, hey, Rachid t'a vu, il a dit, oh, tu devrais interviewer ces gars-là. Là. Et là, je ne sais pas s'il était sérieux ou pas sérieux. Je sais que vous deux, vous faisiez des jokes et des trucs comme ça, et vous êtes des partenaires et tout ça. Alors, quand il m'a dit, hey, je veux que tu l'interviewes, et là, je dis, ok, j'ai l'interview. Puis là, j'ai dit, ah, moi, je suis plutôt dans la calisthénie, le street workout, le body weight, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, qu'on parle dans quel type de sport, ou fitness. Alors, toi, tu fais du bodybuilding, c'est ça? Ben exactement. C'est la division classique dans le bodybuilding. Ok. La différence entre le vrai bodybuilding, c'est que nous, on a une limite de poids selon notre grandeur. Donc, ça ne devient pas extrêmement excessif. Tandis que le bodybuilding, il n'y a pas de limite de poids. C'est toujours d'arriver plus gros chaque année. Je trouve qu'il n'y a pas de fin à ça. Ok. Donc, j'ai choisi le classique pour justement m'imposer une limite, vu que la plupart des gens qui font du bodybuilding sont un petit peu extrémistes ou excessifs sur les côtés. Ok. Donc, avec cette division-là, je trouvais que c'était parfait pour moi. Ça remplissait tout ce que j'avais besoin. Ma passion est là au complet. Puis en même temps, ben, je sais que mon objectif va avoir une fin et que je vais pouvoir réussir éventuellement. Oh, ok. Alors, d'où ça a commencé pour toi? En fait, je m'entraînais. J'avais juste essayé ça comme ça. C'était dans mon sous-sol. Puis je regardais des vidéos. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, mais regarde, ces gars-là, ils ont des bons objectifs. Ils s'entraînent bien, ils s'entraînent fort. Leur nutrition a l'air importante pour eux. Ça a l'air du monde en santé. Je trouvais ça intéressant, fait que j'ai commencé à m'informer un petit peu là-dessus. Ensuite, j'ai rencontré Philippe Plante, qui est mon ancien partenaire pour entraînement kinénergique. Puis lui, il m'a donné mon premier plan alimentaire, mon premier entraînement. Là, j'ai commencé à suivre ça. J'ai vu les résultats étaient beaucoup plus présents à ce moment-là. Donc, je me suis dit, OK, avec un plan, un suivi, avec quelqu'un qui sait où on s'en va, ça va toujours plus loin. Sauf qu'éventuellement, je me suis dit, OK, moi, je veux me débrouiller tout seul. J'aime pas ça toujours avoir besoin de quelqu'un. Donc, je me suis mis à prendre les formations qui venaient avec, etc. Puis éventuellement, Philippe voulait s'ouvrir son propre gym. Moi, ça m'intéressait. C'était vraiment rendu ma passion. Stop. Oh! Stop. Ça, c'est bien, ça. C'est un bon détail que tu me donnes. Mais quand je parle, c'est que... Est-ce que c'est quand tu étais jeune ou c'est quand tu étais déjà, on va dire, un homme, quand tu as commencé le fitness, conditionnement physique ou quoi que ce soit? J'avais 24 ans. Ah, tu avais 24 ans. Tu as commencé quand... Est-ce que c'est tard, ça? 24 ans, si tu veux rentrer dans la compétition ou... Je pense en général, pour t'entraîner, c'est correct, mais on va dire, Ouais. si tu veux t'engager dans, on va dire, dans le fitness, dans la compétition, est-ce que c'est tard ou c'est... Ouais, c'est une bonne âge. C'est C'est sûr une que bonne si âge. quelqu'un qui commence à 16 ans va avoir des meilleures chances. On se le cachera pas. Là. Plus ça fait longtemps que tu fais ça, mieux tu vas avoir des gains, plus tu vas avoir un physique de qualité. Par contre, c'est ça, à 24 ans, c'est quand même une bonne âge. Quelqu'un qui va commencer plus vers le 30-35, il y a moins de chances de se rendre au top. Là. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est le temps que ça fait qu'il s'entraîne. Quelqu'un qui est inactif pendant 35 ans, puis qui va avoir vraiment un physique évolué, puis exemple, il vive une carte pro, ça peut se faire. Ça, c'est peut-être un 3 ans, 4 ans, tout dépendant de la génétique. Ok. Mais si ce gars, moi, je vise Olympia, là, à ce moment-là, il est peut-être un peu trop tard. Là. Ok, ça veut dire avant même que... À 24 ans, tu es déjà conscient que c'était pas une affaire de s'entraîner. Tu savais déjà qu'il y avait des compétitions, il y avait des culturistes. Pas tout à fait. Pas tout Moi, à je fait. voyais le look des culturistes, justement, sur des vidéos YouTube. Ok. Puis je voulais ressembler à eux, mais je savais même pas au courant que les compétitions existaient. Tu sais, je me suis dit, ah, les gars sont vraiment juste cool, sont forts, sont en forme, ça a l'air des machines. Puis une fois que j'ai ouvert le centre avec Philippe, c'est lui qui me dit, ah, ben tu sais, tu saurais peut-être faire une compétition, pense-y. Puis là, il a commencé à me montrer c'est quoi. Lui, il en avait fait une, il avait gagné le toute catégorie. Puis là, ça s'est mis à m'intéresser, ça m'a bouillé en tête. Je me suis préparé vraiment pendant 2 ans avant de faire ma première. Je me suis vraiment sûr, tout être correct, tout améliorer, mes petits points faibles. Puis finalement, je suis allé, j'ai eu une 3e position. J'étais bien content de ma première. Ensuite, j'ai enchaîné une 2e. L'année prochaine, pas l'année prochaine, excuse, dans 2 mois, ça va être ma 3e. Oh, ça veut dire... T'as fait combien de compétitions jusqu'à date? T'as dit, comme toi là, ça va être ta 3e? Ouais, ça va être ma 3e vraie compétition. Il y en a une que j'ai fait entre les deux.
c'était pas vraiment une vraie compétition. Là. C'est l'Europe, en fait, ils ont essayé d'amener leur fédération ici. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été une expérience plus qu'autre chose. En Europe? C'est eux qui sont venus ici. Oh, OK. Ils ont amené leurs athlètes, ils ont organisé le show complet, mais ça n'a pas fonctionné. Oh, OK. Et quand tu as fait ta première compétition, est-ce que c'est quelque chose que tu as été suivi et tout ça, ou c'est... Oui, j'ai pris un suivi complet. Je m'avais engagé un coach en Californie. Je me suis dit, oui? il suit ceux qui font Olympia, donc ça devrait être un des meilleurs. J'y étais avec ce jugement-là. Ils ont des formules ici, là-bas, qu'on n'utilise pas vraiment ici. J'ai appris des nouvelles méthodes. Ça a été vraiment aussi très bon, mes connaissances personnelles. Je me suis rendu. Par contre, par la suite, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs méthodes pour se rendre. Je me suis dit, OK, je vais en apprendre un autre. Fait que là, par-delà, j'ai engagé un autre coach pour commencer à apprendre avec lui, voir comment il fonctionnait, c'était quoi ses méthodes, comment il pensait, comment il ajustait les choses. Fait que j'étais vraiment curieux. Fait que j'ai fait plusieurs coachs aussi. Oh, c'est intéressant parce que, souvent, ce que j'entends, c'est qu'il y a les personnes qui veulent compétitionner et qui s'entraînent et qui ont des résultats, on va dire par eux-mêmes, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'un coach parce qu'ils ont des résultats. Exact. C'est une façon de voir les choses. J'ai déjà eu cette mentalité-là aussi. Okay. Par contre, oui, tout le monde est capable d'avoir des résultats, mais si tu veux tirer le maximum de ce que tu fais, exemple, tu fais un entraînement, puis tu t'en vas manger vraiment tout ce qu'il ne faut pas après, tu viens de détruire les efforts que tu viens de faire, tu t'en rendras pas compte. Fait que si tu as des gains 2 jours par semaine, puis les autres journées, c'est une perte, oui, tu vas avoir des gains, mais ça va être quand même assez lent. Tandis que quand tu as un suivi, tu as un œil extérieur, tu as un avis extérieur, le coach va vraiment te donner ce que tu as besoin. Tandis que quand tu te suis toi-même, chose que j'ai faite, j'ai trouvé que c'était une erreur aussi. Je me donnais qu'est-ce que j'avais besoin au début, mais éventuellement, je me mettais à modifier par plus qu'est-ce qui me tente que qu'est-ce que j'ai besoin. Ah, yeah. Ça. Et l'affaire aussi, l'aspect quand tu vas sans avoir un entraîneur particulier, expert on va dire, compétitionner sur le stage, c'est que tu penses que c'est tout à avoir. C'est seulement une question de physique. Tandis qu'on oublie qu'il y a des pauses. Et ils pensent que les pauses, c'est seulement à poser, montrer le muscle, puis je vais gagner comme ça. Tandis qu'il y a une formalité et comprendre comment poser sur un stage. C'est important. Je veux dire, si quelqu'un va arriver sur le stage, il y a la meilleure symétrie au monde. Ses muscles sont parfaits, sont bien remplis, il a tout pour réussir. Par contre, les pauses sont mal faites. Ouais. Les muscles sortent mal, il a l'air plus petit que ce qu'il y a en réalité, ou il ne contracte pas au bon endroit au bon moment. Ça peut vraiment tout jouer sur la pause. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose de commun que tu vois dans la compétition du bodybuilding? Oui, ça arrive souvent. Là. On va voir des gens qui vont faire une pause. Puis là, après 3 secondes, ils ne sont pas vraiment pratiqués. Fait que là, ils se mettent à shaker, ils forcent trop, ils ne sont pas habitués de tenir leur pause. Fait que là, après ça, ils arrivent, après, ils sont fatigués, ils commencent à suer parce que c'est vraiment dur. Ils n'ont pas de pratique. Là, le temps coule. Il y a plusieurs avaries qui arrivent avec ça. Et c'est ça. L'idéal, c'est de pratiquer. Ça, on le répète souvent. Mais c'est bizarre parce que tu penserais tout ce que... C'est une pause. Comme on parle seulement de une flexion de muscle et tu penses que non, il n'y a pas vraiment quelque chose à travailler dessus. Tu vois, on va dire, tu vois sur YouTube, à travers ton cellulaire, tu vois les mondes qui posent et là tu fais la même chose devant le miroir et tu penses exactement que tu fais la même chose que l'autre fait. Ouais, mais non, c'est tellement des micro-détails, je dirais. Juste par exemple, ton bras, quand tu fais une flexion, c'est exemple, il y en a qui vont arrêter ça ici. On voit à peine le bicep. Okay. C'est vraiment la flexion, il faut y aller chercher au complet, faire sortir le muscle. Que tu forces à 50% ou à 100%, ton muscle ne va pas sortir davantage. Donc, il faut que tu trouves forcer le minimum pour que ton muscle sorte au maximum, pour pas justement finir par shaker sur le stage. Et une fois que c'est là, c'est des petits ajustements. C'est peut-être un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers l'avant, sortir la poitrine. Puis c'est un peu différent pour chacun, ça dépend de ton physique. Fait qu'il faut que tu ajustes ton posing avec ton physique en respectant les poses officielles pour que tu sortes le mieux possible selon les critères de l'association. Oh, ok, là je comprends. C'est comme un petit jeu de bien se placer pour avoir l'air peut-être un petit peu meilleur que ce que tu es en fait. Ok. Parce que comme tu as dit, souvent le monde va penser que c'est la plus de contraction que tu peux appliquer va faire en sorte que tu vas paraître mieux. Tandis que c'est l'angle que tu te positionnes dans la pose qui est parfait pour toi va marcher meilleur. Exact. Si tu contractes vraiment à 100%, ton muscle, il sortira pas plus. Tu vas juste te mettre à shaker, tu vas te fatiguer, tu vides ton glycogène aussi que tu viens juste de remplir avant de monter sur le stage. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'être capable de tenir ta pose longtemps, développer une bonne endurance pour ces poses-là, puis pas forcer trop fort inutilement.